Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Confluent reçoit cette semaine Jacques Curtness, intellectuel et homme politique Innu de Mashteuiatsh, où nous l'avons rencontré. Jacques Curtness a grandi en partie avec ses grands-parents, ce qui lui a permis de se familiariser avec la langue Innu et avec le territoire. Étudiant doué, il obtenait en 1983 un doctorat en psychologie de l'Université Laval et devenait ainsi l'un des tout premiers autochtones du Québec à faire carrière dans l'enseignement et dans la recherche universitaire. Il a été professeur et chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi de 1979 à 1999. Dans le cadre de ses recherches en psychologie, Jacques Curtness a été un pionnier de la psychologie interculturelle et de l'adaptation des outils d'évaluation psychologique aux autochtones. Mais il a aussi été négociateur en chef pour le Conseil Atikamekw-Montagnais, puis le Conseil tribal Mamouitum de 1991 à 1997. Au microphone de Catherine Égaud, Jacques Curtness évoque ses jeunes années, le latin, la psychologie interculturelle et la politique. Homme profondément engagé, il exprime également son inébranlable optimisme à l'égard de l'avenir des Premières Nations. Jacques Curtness, quoi? Oui. On est à Mashteuiatsh ici, chez vous? Vous avez grandi ici? Oui. J'ai grandi ici. Je suis né en 1946. Mes grands-parents avaient adopté un petit Inuit. Sa mère était au sanatorium de Roberval. Puis ils ont appelé, ils ont dit on peut pas garder l'enfant, là. Puis la mère est contagieuse, etc. En tout cas. Puis mon grand-père a dit à ma grand-mère, nos enfants sont grands, pourrait le garder. Pendant 4 ans, ils l'ont gardé. Moi, quand je suis né, ils avaient perdu la garde. Le petit Inuit est retourné dans sa famille. Ce que je sais, c'est qu'il s'appelait Thomas, puis il est devenu policier dans l'Arctique. Moi, quand je suis né, à 2 jours, ils sont venus me chercher. Je pense qu'ils ont fait un transfert. J'étais le substitut, je sais pas trop quoi. Là. Ils se sont attachés à moi. Je me souviens, j'entends encore le toboggan que mon grand-père me promenait. Ça frottait sur la neige, j'entendais. Ma grand-mère, elle était pieuse, elle allait à la messe. Alors, elle me prenait en passant chez mes parents, etc. Alors, j'ai alterné avec mes parents, puis chez mes grands-parents. Puis même quand j'étais à l'âge de 5-6 ans, je suis monté en territoire. Ma mère a eu plusieurs enfants, etc. Moi, j'étais le deuxième, mais élevé comme le premier parce que la première est décédée. Mais il était dans le deuil un peu. Je pense que c'est un peu pour ça que mes grands-parents sont venus me chercher. Tu sais, c'était quelque chose, le premier enfant qui meurt. C'était une petite fille, elle s'appelait Marguerite, comme on dit. Alors, mais j'ai été élevé un peu dans la culture Innu, comme ça. Ben oui. Parce que mon grand-père était chef en plus. Oui, il a été longtemps chef. Oui, il a été 22 ans. Alors, ça nuit pas, là, comme on dit. Puis ma grand-mère était bien gentille avec moi. J'étais le bébé gâté, comme on dit. Est-ce que vous avez grandi en Innu? Oui, jeune, à cause de mes grands-parents qui parlaient Innu. Entre eux, ils se parlaient Innu. Oui, je suis bilingue réceptif. Dans ce temps-là, c'était mal vu de parler la langue. Alors, c'est comme si j'avais un traumatisme. Je comprends la langue, mais j'ai de la misère je peux pas faire de discours dans la langue. Vous étiez doué Pas trop pour les études. Ben oui. Mais surtout ici, parce que j'ai sauté ma 7e année. Oui. Puis là, je suis allé au collège Jonquière. C'était les Oblats qui dirigeaient ça. C'était le collège le plus d'avant-garde de la province de Québec. Ah oui, c'était... On avait notre propre journal. On était très contestataires, etc. Même les prêtres étaient contestataires du Vatican. Parce que c'était... je sais pas trop, là, il y avait eu une réforme de l'Église, puis pour eux autres, c'était pas assez, etc. Mais c'était des gens qui avaient des doctorats en philosophie, en sciences, etc.
C'était le cours classique à l'époque? Oui. Alors vous étudiez le latin, le grec? Mais il n'y avait pas d'Inou. Mais il y avait le pas seul d'Inou que j'ai eu, c'est quand on avait la visite de nos parents, qui était très rare, peut-être une fois ou deux là, dans le cours. On était une quinzaine, là, ça venait de Betty-Amit, Ouachat-Maloutenam. C'est ça, vous étiez plusieurs Inuits au collège? Vous appelez la tribu. Ouais. Vous appelez la tribu? On faisait l'équipe de hockey. Ah oui? Ouais. Toute l'équipe de hockey était Inuit? Oui. Ben, c'est-à-dire qu'on faisait une ligue. Et on n'était pas trop mal, là. Puis quand on faisait 3 buts, on avait un repas gratuit au restaurant. Alors, on attendait d'en avoir plusieurs, puis on pouvait y aller toute notre gang. Et, tu sais, mon bulletin, là, moi, quand je montrais ça à mon père, il disait, c'est beau, mon petit garçon, là, va donc chier un peu de bois, là. Va chercher quelques pitounes, comme on disait, sur le bord du lac, etc. Mais, je comprends, parce qu'il y aurait beaucoup plus, c'est mieux que j'apprenne à attraper, puis mes grands-parents même. Ah oui? Ah oui, c'était leur vie, hein. Ouais. Parce que la fourrure se vendait, mes parents achetaient nos cadeaux de Noël avec la vente des fourrures. Ah, ça se vendait encore beaucoup à ce moment-là? Oui, c'était à des prix intéressants. Là, ouais. Mais aujourd'hui, c'est tombé. Là. Ouais. Les gens y vont pour la nourriture. Là. C'est leur frigo, hein, le terrain de chasse, je suis certain. Et pour la vie, parce que la vie en territoire, c'est bon pour la santé. C'est reposant. Là, ils voient des animaux, etc. Ils font la petite chasse puis la grosse chasse. Alors, c'est ça. Alors moi, j'ai eu ça dans mon enfance avec mes grands-parents là, en territoire. Il y avait 3 portages, je me rappelle. Puis moi, un de mes oncles m'avait gossé une petite aviron. Là. J'avais l'impression d'aider au canot. Là, puis, je voyais comment lasser les raquettes, puis comment les canots se faisaient également, là, comment ça se réparait, etc. Là. Puis notre terrain était adjacent aux cris, alors on voyait les cris qui descendaient. Ah oui. Puis je voyais comment mon grand-père réglait les conflits. Quand il trappait sur le territoire de mon grand-père, de la famille, comme on dit, il laissait des peaux de castor, ou des peaux d'ours, ou des peaux... Mettons qu'il était allé à la chasse à l'orgnal. Il disait, on a tué tant d'orgnaux. On va te laisser ces peaux-là en compensation parce que nous autres, il y a trop de loups, il y a moins d'orgnaux, on est obligé de descendre. Puis, j'aimais ça regarder la négociation déjà, hein, jusqu'à un certain point. Tu sais, même si mon grand-père me l'a jamais dit, il m'a élevé pour être... tu sais, parce que je voyais, il était très conscient que les politiques gouvernementales, c'était l'assimilation. Il était conscient que on se faisait harceler dans le territoire. Nous autres, moins parce qu'on était plus au nord, mais on n'avait pas le droit d'emmener la nourriture dans le village ici. Là. Il fallait que ça soit consommé sur place, etc. Il y avait beaucoup de harcèlement. Les gens se faisaient saisir leurs fusils, leurs prises, etc. Avec la Cour suprême maintenant qui a reconnu nos droits de chasse et pêche, qui reconnaît notre titre sur le territoire. Il y a plus de respect maintenant, comme tel. Peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens au Lac-Saint-Jean qui veulent devenir autochtones. Vous êtes le premier doctorant en psychologie autochtone du Québec. J'ai été longtemps le seul. Et longtemps le seul. Ouais. Pourquoi vous êtes allé en psychologie? La psychologie, je trouvais que ça ressemblait à la physique, dans le sens que c'est mathématique, c'est logique, et en même temps, c'est des sciences humaines. En un mot, c'est comme une conjonction des sciences dites dures avec des sciences dites molles. Nous autres, on mesure tout en psycho. Là. C'est différent de la psychologie clinique, là, qui est une branche de la psychologie, qui était souvent freudienne dans le temps, qui est basée sur l'empathie, l'écoute. Et, le behaviorisme, c'est arrivé, moi, dans mon temps. Eux autres, c'était l'environnement qui était important, plus que l'inconscient. Puis il fallait pas remonter nécessairement jusqu'à Ève puis à Adam. Puis souvent, c'est pas nécessairement nécessaire d'aller dans toute la cause
de l'enfance. Et on règle le comportement qui Ouais, est c'est la ça, conséquence. puis que c'est l'environnement qui est le facteur majeur comme tel. Et vous, ça vous parlait, ça, parce que vous vous intéressiez à l'anthropologie aussi. Oui. Et vous trouviez que les autochtones apparaissaient pas tellement sur l'écran radar en psychologie. En fait, jusqu'au baccalauréat, j'ai appris le Rorschach. Vous savez, les tests Les taches d'encre, là, qu'on oui, interprète. où là. les gens se projettent. Là. C'est un Ouais. peu comme quand on regarde les nuages. Ouais. On voit des bateaux, puis on voit des animaux, on voit toutes sortes de choses comme telles. Alors moi, dans le Rorschach, je voyais des castors, je voyais toutes sortes d'animaux. Mais c'est normal. On peut voir Ouais, des humains aussi, des clowns, on peut voir toutes sortes de choses comme telles. C'était vos référents. Des lacs, des rivières là-dedans, j'ai vu ça. La formation, c'était de faire passer ces tests-là à des enfants. Je me suis rendu compte que souvent les tests, c'était des traductions des tests des États-Unis. Les tests d'intelligence, les Américains aimaient ça, parce que ça permet de causer le monde. Comme ça permet de voir celui qui est le plus rapide à visser, je sais pas, une planche. Alors, la psychologie reflète ça, même si ces tests-là, souvent, sont venus de la France, avec Binet. En fait, en France, on faisait ça pour les classes sociales. En un mot, il y a Catégoriser les gens. Ouais, c'est ça. Puis dans le milieu autochtone, tant mieux si t'es plus intelligent qu'un autre, mais viens pas trop te vanter devant nous autres, là. Chacun a ses forces puis ses faiblesses, là. Puis justement, celui qui est plus intelligent, il est pas toujours le plus attentif à ceux qui le sont moins, etc. C'est plus égalitaire. À la chasse puis à la pêche, tu sais, c'est pas celui qui tue 25 orgnaux c'est celui qui est capable de le chasser puis de le pister, puis qui est capable d'enseigner ses techniques aux autres, etc., faire sa transmission culturelle. Ah oui, il y avait un conflit de valeurs jusqu'à un certain point. Et c'est comme ça que vous arrivez à la psychologie interculturelle? Ben, c'est ça, là, je me suis demandé, est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire une psychologie Innu? Ou algonquienne, là, dans le sens de chasseur-cueilleur. Ouais. Alors, c'est comme ça que je me suis intéressé à ce qu'on appelle la psychologie interculturelle. De façon très simple, au début, je me suis dit, d'abord, on va traduire notre matériel en Innu. Alors, mes recherches se sont faites avec du matériel traduit en Innu. Mais qui venait encore de l'extérieur, qui était encore américain ou européen. Mais inconsciemment, je prenais, par exemple, des tests non-verbaux. De préférence, parce que je me disais, au moins, il y a moins la pénalité de la langue. Et les questionnaires, il ne faut pas poser des questions trop philosophiques. Pas parce que ça ne serait pas compris, mais c'est plus dur à traduire. Les Inuits, c'est des chasseurs-cueilleurs, c'est des gens concrets, c'était des gens au niveau de la survivance. Tu sais ce que je veux dire, sur le plan de la pathologie, as-tu mal à la tête? As-tu des problèmes d'intestin? C'est très, très concret. Les animaux ont des intestins, puis ils ont des têtes aussi. Alors, les gens comprennent très, très, très bien comme tel. Alors, c'est comme ça que j'ai traduit mes affaires. Qu'est-ce que ça a donné, ces enquêtes-là? Qu'est-ce que vous avez découvert de la psychologie Innu? Au début, intuitivement, d'abord, j'ai eu le contrat d'étudier le pensionnat ici. C'est là que j'ai vu quelle sorte d'instruments qu'on utilise pour voir si les enfants ont été abusés. Alors, j'ai pris des casse-têtes de personnes, un homme ou une femme, etc. Souvent, ceux qui avaient pris des drogues, ils étaient pas capables de placer le nez. Alors, c'est très psychanalytique, parce qu'ils avaient sniffé de la colle ou des choses comme ça. Avec les organes génitaux, il y avait des problèmes dans les régions génitales, etc. Pour ceux qui avaient été abusés? Oui. Et d'autres qui faisaient même pas le test, me regardaient puis ils me disaient carrément. Je me suis aperçu que, en étant autochtone moi-même, ils étaient comme, ils comprenaient. C'était un contrat qui vous avait été donné pour les guérir? Pourquoi? C'est les Atikamekw qui m'ont donné un contrat parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il y avait des problèmes chez leurs enfants. Eux, ils les voyaient l'été, là, juste... Les pensionnats étaient encore ouverts. Oui. Les ici, enfants ça a été allaient un encore des au pensionnat. derniers à fermer. Alors, il a fermé quoi, au début des années 90? Ouais. C'était des oblats, puis des religieuses. Puis, en dernier, c'était du personnel de Machtiouiash. Parce que le pensionnat était ici à Machtiouiash, et il existe encore, c'est une école maintenant. Et puis les Atikamekw venaient ici. Oui. En fait, la stratégie, c'est qu'ils envoyaient les enfants autochtones
comme Mashtouiache, il les envoyait surtout à Fort George. Il les éloignait pour pas qu'ils soient trop proches. L'idée, c'était d'enlever, comme il disait, l'Indien dans l'enfant. Ouais, c'est ça. C'était l'assimilation. Et donc, c'était les familles Atikamekw qui avaient dit « Nos enfants vont pas bien » et qui se sont adressés à vous pour... C'était le conseil de bande. C'est le conseil de bande. Ouais. J'avais fait une évaluation. J'avais découvert, à ce moment-là, que presque la moitié des enfants avaient été abusés d'une manière ou d'une autre. Là. Soit physiquement, des coups de strap ou des volets. Au niveau de la nourriture, ils n'étaient pas nourris. Ils étaient privés, oui. Ouais. C'est là que j'ai vu également les limites des tests de psychologie comme des tel. Outils classiques. Ouais. Souvent, j'y allais directement comme tel. Je demandais, par exemple, peux-tu me faire l'arbre généalogique de ta famille, là? Commence par tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère, tes grands-parents. Je vais être correct. Et là, d'abord, tu voyais l'amour des grands-parents, l'amour des parents, et la force de ces enfants-là. Et les enfants, vous aviez évalué, est-ce qu'il y a des programmes qui ont été mis en... Qu'est-ce qui s'est passé avec les résultats de vos enquêtes? Ils ont fermé le pensionnat. Ah, ils ont fermé le pensionnat à la suite de votre enquête? Ben, c'est un des éléments. Un des éléments, ouais. Puis après, est-ce qu'il y a eu des programmes de guérison qui ont été mis en place pour les enfants et les parents? J'ai été également sur le programme national là, pour le programme de guérison, etc. Mais j'ai été sur le programme d'évaluation des enfants qui ont été abusés, là, qui étaient des adultes maintenant. Alors moi, c'était un adjudicateur, ce qu'on appelle un juge, qui me référait les cas difficiles. Puis les cas où souvent le montant d'argent pouvait aller jusqu'à 500 000 $. Alors c'est des super abusés, je peux m'exprimer ici. Mais ce que j'ai appris de tout ça, c'est que dans les tests non verbaux, ils étaient dans la moyenne ou supérieurs à la moyenne. Mais dans les tests verbaux, qui est une mesure de la connaissance de la langue, et, entre autres, ils étaient souvent classés comme débiles ou arriérés. Voyez-vous, c'est là que mon intuition d'utiliser des tests non verbaux, puis de prendre des questionnaires facilement traduisibles pour que ça soit compris, m'assurer que ça soit équivalent dans l'autre culture, etc. Ça vient de là, de mon expérience avec le pensionnat comme tel, puis aussi de mon expérience en psychologie, où j'étais insatisfait de la psychologie qui était uniculturelle ou uniquement occidentale. Comment est-ce que vous êtes passé de la psychologie interculturelle, à être négociateur, parce que vous avez représenté la nation Innu, et même le conseil Atikamekw montagnais. Ouais. Comment est-ce que vous êtes devenu négociateur? Je me suis aperçu que c'était la seule chance d'avoir une négociation basée sur la science, sur la recherche. Alors, mes recherches me permettaient de comprendre chacune des communautés autochtones. Est-ce que vous aviez fait tout le tour des communautés? Oui. Ouais. Puis j'avais également, quand j'ai travaillé, j'ai voyagé. Quand j'ai travaillé pour les affaires indiennes, j'ai été dans l'Arctique, j'ai été dans l'Ouest canadien. Alors j'ai visité beaucoup de... J'ai regardé qu'est-ce qui se faisait aux États-Unis, qu'est-ce qui se faisait en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qui se faisait en Afrique, en Afrique du Sud. Et j'avais une vue comparative macro, le paysage, le casse-tête global comme tel. Je suis allé en Afrique en 1969 aussi. Alors là, tu vois la culturation, tu vois le rencontre culturelle, tu vois le colonialisme à l'état pur. Mais quand tu reviens chez vous, là, tu vois qu'on a un endocolonialisme aussi. On a notre propre monde qui est formé à l'extérieur, mais qui a perdu les éléments essentiels de sa propre culture, puis là, qui devient complice de l'autre culture, de façon inconsciente jusqu'à un certain point. Quoi. Ouais. Alors, la négociation vient de ma prise de conscience. En fait, toute la révolution tranquille a été financée par les territoires autochtones. Les gens oublient ça. La reconnaissance des droits ancestraux, ça vient du repatriement de la Constitution en 82, là, où les droits ancestraux et sous-traités. Ouais. Alors qu'avant, le gouvernement pouvait se permettre pas mal plus, là,
Comme je vous disais, pour la chasse, la pêche, on était littéralement harcelés jusqu'à un certain point. Aux tables, on disait qu'on n'avait pas de droit, qu'il fallait les éteindre contre une compensation, etc., comme tel. Alors qu'aujourd'hui, dans la négociation, on tient compte des dommages passés. On sera jamais complètement... C'est que la compagnie d'assurance ne nous remboursera pas au complet pour tous les dommages passés, c'est sûr. Alors, on est 1% de la population. Alors mais à date, le gouvernement a réglé avec les Autochtones sur les barrages pour 1%. 1% du montant, de la valeur du développement là, comme tel, et pour les lignes, 2%. Et ça, c'est les max. C'est le maximum. En un mot, c'est en bas de 1% et de 2%. Mais aujourd'hui, avec le besoin de doubler le potentiel électrique, puis éolien, tout ce que vous voulez, et en plus, quand ils font ces chemins-là pour aller là, ils savent où sont les mines aussi. Mais là, ils sont obligés, parce qu'on a des droits, puis il y a eu des jugements de la Cour suprême qui forcent les gouvernements à respecter leurs propres lois. Alors, on a agrandi la réserve ici. On va spécifier les droits de chasse et pêche. On va spécifier également les zones de développement industriel, de développement économique comme tel, puis les parcs. La foresterie. La foresterie, etc. Et ces négociations-là sont encore en cours. Oui, mais déjà, moi je suis parti là, depuis 1997. Moi j'ai monté jusqu'à la proposition d'entente de principe, puis j'ai fait une passe à mon frère qui a négocié la signature de l'entente de principe. L'approche commune. L'approche commune, ouais. C'est ça, de 2002. Mais ils sont encore là-dedans. Ouais. Sauf que la question des mini-barrages, la question de participation au développement, la question des contrats d'aménagement forestier, etc., ça avait tout été négocié lors de mon passage. Je peux l'exprimer ainsi. Un long passage. En plus, vous avez été négociateur pour les Atikamekw montagnais, le Conseil des Atikamekw montagnais, 91-94. Puis après pour le Conseil tribal Mamouetoun, de 94 à 97. Ouais. Ce que j'ai découvert dans ma recherche également, c'est que ce qui est resté Innu chez les groupes intégrés qui ont fait des études, c'est le multiperspectivisme. Dans le sens, ils sont capables de prendre la perspective des lacs, comment ils vont réagir si on fait un barrage, la perspective des rivières, la perspective des animaux. Les légendes indiennes, ils tiennent compte de l'ours, ils tiennent compte même de la petite souris, puis même de la mouche, puis du pou. Le pou a une valeur, parce que c'est vrai, il est dans l'écologie, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, ils sont capables de travailler avec les deux cultures. Et à ce moment-là, ils sont capables d'aider et l'avancement de la civilisation québécoise, canadienne, nord-américaine, puis les civilisations autochtones également. En fait, quand j'ai fait le cours classique à mon université, c'est clair que ma partie Innu m'a beaucoup aidé. J'ai appris à comprendre celui qui voulait m'assimiler par rapport à celui qui était capable de respecter ma culture ou pas. C'est juste choisir ton comité de thèse, c'est toute une habilité que ça prend. Vous avez toujours été négociateur dans l'âme, vous, hein? Il y a toujours une partie de négociation chez vous. Écoutez, chère madame, en venant au monde, le bébé négocie. On est tous des négociateurs, ouais. Mais c'est une négociation raisonnée. Je respecte l'autre qui est en avant. Moi, j'ai négocié le bout le plus où ça a bougé là, avec Guy Coulombe, qui était l'ancien PDG d'Hydro-Québec. Ce qui était intéressant, c'est que lui, il avait étudié à Trois-Rivières. Et ce que j'avais su, c'est que son rêve, c'était de travailler dans les pays en voie de développement comme tel. Alors, j'ai dit, tu veux aller au tiers-monde? Je vais te présenter le quart-monde. Tu comprends-tu? Et on a eu comme des atomes crochus. Ça a avancé. On a bâti la négociation. Je l'ai bâti comme on fait un barrage. Les rivières, c'était les turbines. La table centrale, c'était là où on prenait les énergies de chacun. Les avantages de Bétiamit, de Machtouiache,
la Basse-Côte-Nord, de tous les groupes atikamekw. C'est là qu'on faisait l'alliage entre les plus traditionnels, les supposément plus instruits et plus développés comme tels. Ça fait une synergie culturelle. Qu'est-ce qu'il reste à négocier aux Inuits? Il y a beaucoup de choses. Il reste à préciser encore ce que j'appelle les dommages passés. Il reste une participation dans les barrages à venir, etc., comme tel. Puis préciser également les quotas sur la chasse, la pêche, ces choses-là. Puis accès à des plans d'eau pour qu'on puisse continuer à avoir accès à la pêche, etc. Un peu comme un contrat d'aménagement forestier ça peut faire vivre une scierie, ça peut faire vivre un petit village, etc. Mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que les gouvernements se rendent compte qu'ils ne peuvent plus nous aller unilatéralement sans tenir compte de notre existence. Et un élargissement des territoires des communautés. Dans beaucoup de communautés, il y a une surpopulation. Ouais. Il y a beaucoup de monde dans chaque maison. Ça crée toutes sortes de problèmes. Est-ce que ce serait une priorité pour vous? C'est qu'avec les argents qu'ils vont avoir, ce qu'on appelle des fonds autonomes, ils vont pouvoir construire plus de maisons, etc. Là, ça va aider. Il faut agrandir aussi le territoire. Oui, moi, dans mon temps, Escoumins, Escipit avait 0,5 km de territoire. Ils ont construit sur pilotis, sur de la pierre, etc., leur hôtel, etc. Alors, ils ont acheté leur propre pourvoirie en mettant en garantie leur première pourvoirie pour l'acheter. Ils sont rendus avec 5 pourvoiries. Mais pour certaines communautés, c'est quasiment un sacrilège, c'est qu'ils achètent leur propre territoire. Mais il y a une autre façon de voir, c'est une façon de se développer. Vous êtes optimiste? Oui, surtout maintenant, avec tout ce qui est en train de changer. Vous savez, dans une négociation, c'est le rapport de force. Maintenant, le rapport de force est du côté autochtone. À quel niveau? Ils peuvent pas développer sans notre consentement. Au niveau juridique? Oui, entre autres. Ouais. Puis maintenant, les groupes comme Machetewiyach, Escipit et d'autres, ils ont des fonds autonomes. Alors, ils sont capables de se rendre en Cour suprême. Déjà, moi, j'avais fait une conférence dans les années 70, puisque j'avais dit que le futur, c'est que les Autochtones allaient trouver une autonomie à l'intérieur du Québec puis du Canada. Une autonomie politique? Politique, en éducation, en santé. Ce serait quoi la priorité, l'éducation? Je pense que oui. Mais ça, faut penser à long terme. C'est parce qu'il faut penser aux enfants, à tout le cheminement. Ça va jusqu'à l'université, du primaire, ça va même de la garderie. Alors, l'assimilation, elle se fait dès le berceau jusqu'à l'université. Qu'est-ce que vous espérez pour les jeunes autochtones? Qu'ils trouvent de plus en plus de modèles. Tout est possible. Demain, c'est eux autres qui vont contribuer à l'avancement de la société québécoise, d'après moi. C'est là qu'on va voir les chercheurs, c'est là qu'on va voir les penseurs qui vont relier le Québec au reste du monde. Merci, Jacques Curtness. Neskumatan. Un grand merci à Jacques Curtness de nous avoir reçus chez lui, à Machetewiyach, pour évoquer à notre micro son long et fructueux parcours de chercheur en psychologie et de négociateur. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu.
Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.